a souvent vu Flamanville comme étant un chantier qui n'a pas réussi. Moi, je pense que c'est quand même un peu tout l'inverse. On a aujourd'hui un chantier qui nous a permis d'avoir une expérience dingue. Et aujourd'hui, de la même manière, sans tromper qui que ce soit, quelque chose qui nous est envié par tous les pays, et Marie l'a dit au début, et ce trésor de guerre, c'est cette expérience. Quelques grammes d'uranium sont capables d'alimenter l'équivalent de tonnes d'énergie fossile. C'est invisible et pourtant c'est bien présent. C'est intéressant ce que vous dites. Je pense nos anciens nous ont permis de vivre et on a eu une façon de penser des problématiques d'enfants gâtés. On s'est dit, on a pris pour acquis ce qui ne l'était pas et qu'on est en train de vivre une prise de conscience, un point de bascule où justement on se repose les bonnes questions et on se remet au travail. On n'a nulle part ailleurs dans le monde autant d'expériences accumulées que ce qui a été fait en France, dû à l'EPR de Flamanville, dû à ce qu'on fait en Angleterre, dû à ce qu'on a fait également en Finlande. Donc un mot, le vrai trésor, c'est l'expérience. La première fois que j'ai visité une centrale nucléaire, quand vous marchez le long de la turbine, alors moi c'était une turbine Arabelle, et bah déjà ça dure, vous marchez, c'est long. Quand vous découvrez à l'intérieur comment c'est fait et les mécaniques de précision, c'est-à-dire que tout a été pensé de façon robuste, intelligente. C'est un petit bijou d'horlogerie en fait pour un ingénieur. C'est comme si on vous donnait une montre très complexe, mais elle fait plusieurs mètres carrés. Et je te confirme que j'ai eu quelques larmes dans le bus en visitant le chantier, en voyant les tranches de Panlier 2. Le terrain, c'est l'aboutissement en fait. Donc tout ce qu'on conçoit, notre innovation, il faut jamais perdre le sens, c'est qu'à la fin, c'est le courant qui sort de l'alternateur et qui a été produit en toute sûreté. Et ça, c'est l'objectif de tout le monde. Viens avec moi, on va marcher le long de la turbine. Je vais te montrer une machine magnifique, complexe et qui te permet tous les jours de profiter de la lumière. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Il y a quelques années encore, parler du nucléaire en France, c'était aborder un sujet qu'une partie du pays voulait enterrer, mais aujourd'hui tout a changé. Le 11 mars dernier, Paris a accueilli le Nuclear Summit. Emmanuel Macron, aux côtés du président de l'AIEA et de l'Europe entière, a envoyé un signal fort. On a fait fausse route et il faut maintenant rebâtir une filière au pas de course. 72 milliards d'euros engagés pour 6 nouveaux réacteurs, 100 000 ingénieurs et techniciens à recruter dans les 10 ans qui viennent, un chantier industriel sans équivalent en Europe. Pour en parler, j'ai deux invités qui vivent ce moment de l'intérieur aujourd'hui. Marie Casanova, qui travaille depuis 17 ans dans le nucléaire, dont des années en salle de commande à piloter des réacteurs, puis sur des chantiers comme celui de Flamanville. Et enfin, à ma droite, Sven Sers, chez Capgemini Engineering, qui porte la vision stratégie et performance de la filière entre ingénierie, digitale et intelligence artificielle. Ensemble, on va essayer de comprendre, de décortiquer comment la France peut réussir ce grand retour et surtout pourquoi ça se joue maintenant. Marie, ça fait 17 ans que tu travailles dans le nucléaire. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans la filière, le Nuclear Summit de mars, le projet EPR2 qui se structure, l'aval du futur qui démarre, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je suis super enthousiaste. Je retrouve l'ambiance de mes études où, fin des années 2000, le nucléaire redémarrait et il y avait cette envie, cette volonté de s'y mettre tous ensemble. Et je retrouve des échos au choix que j'ai fait moi personnellement de m'engager dans cette filière-là. La fierté de cette filière française, l'énergie décarbonée, une énergie puissante, rentable, industriellement maîtrisée, robuste. Ça fait plaisir d'entendre ces échos-là qui, moi, m'ont convaincu de m'engager il y a, je l'ai dit, 17 ans déjà. Et comment tu as vécu quand tu étais de l'intérieur, quand il y avait un peu de bashing autour du nucléaire ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Eh ben, on a envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire porter des messages, parler, avoir des occasions de montrer que l'image qu'on peut s'en faire, c'est pas toujours la réalité. Moi, j'ai jamais perdu mes convictions. À aucun moment donné. On peut parler par exemple de l'époque du Covid. Il y a des gens qui ont perdu un peu de sens dans leur travail. Moi, j'ai toujours gardé ce sens-là de me dire, au fond, il y a une mission de service public, au fond, il y a de la sûreté, au fond, il y a des enjeux qui sont passionnant. Est-ce que moi je le ressens sur les réseaux sociaux, en fait, cette énergie positive des gens qui travaillent dans cette filière? Est-ce que toi aussi tu ressens ça au quotidien? Oui, surtout avec l'émulation qu'il y a en ce moment, on sent qu'il y a un investissement global. On sent que c'est poussé, c'est tiré et que ça ne vient pas que des gens qui travaillent au quotidien, mais que ça vient aussi des leaders, des dirigeants et que tout le monde regarde en fait, toutes les nations, l'Europe. On sent une vraie motivation. Marie, tu as été opératrice en salle de commande. Raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble à un quart où tu fais monter la puissance d'un réacteur et surtout le moment du couplage au réseau, ce moment où tu te remets à délivrer le courant. Il y a vraiment deux temps. Le moment où tu commences à monter en puissance, c'est la découverte du cœur. Et alors le cœur, c'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est là où il y a tous les assemblages combustibles. On a, voilà, ceux qui connaissent pas forcément, on a déchargé le cœur.
On l'a entreposé, on a fait un nouveau plan de cœur, on a rechargé les assemblages avec une nouvelle architecture. Et en fait, l'opérateur, au moment où des premières montées en puissance, va découvrir son cœur, dans le sens où on va appliquer des procédures, on va se concentrer, il y a une ambiance qui est un petit peu particulière. Mais dans ce canevas-là, l'opérateur va commencer à sentir un petit peu la réaction du cœur. C'est-à-dire que tout le monde a en tête que le nucléaire est très maîtrisé, très contrôlé, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on intervient. Mais néanmoins, on a une petite latitude, un peu comme un pilote d'avion, dans ce cadre-là, de choisir un peu la trajectoire de pilotage du cœur et de voir comment il réagit. Et d'un cœur à l'autre, donc d'un cycle à l'autre, le cœur à chaque cycle, on va s'approprier de nouveau sa manière de réagir. Donc il y a un petit côté vivant et un petit peu excitant de découvrir son nouveau cœur. La partie du couplage, c'est différent. C'est l'achèvement. C'est la sensation du travail accompli, en fait, d'avoir atteint l'objectif. Et avec le souvenir en gros, les centaines ou parfois des milliers de personnes qui ont œuvré pour arriver à ce que le disjoncteur de couplage se referme, avec toutes les maintenances qui ont été réalisées, les entretiens, les mises à jour, les modifications. Et hop, tac, on appuie sur le bouton, le disjoncteur se ferme. Et on a cette notion de, ça y est, je redélivre du courant, mon usine a été maintenue, mise à jour, et derrière, c'est très bête, mais on pense à l'hôpital, on pense à l'école, on pense aux particuliers, on pense aux industries, on pense à l'Europe. On imagine qu'on se reconnecte au réseau électrique et qu'on remplit notre rôle, notre mission. Tu avais vraiment ce moment de projection où tu disais ouais, ça sert à quelque chose ce que je suis en train de faire quand même. Complètement, oui. Après, j'ai eu l'occasion de visiter également des dispatchings, d'avoir des images qui m'ont marqué sur à quoi sert ce qui sort en bout de turbine avec mon alternateur. Tu emploies un mot qui revient souvent quand tu décris ton métier, c'est celui de magique. Tu parles de l'effet à l'époque, quand tu travaillais dans le pilotage. Tu parles de l'effet Cherenkov, cette lumière bleue dans le bâtiment du combustible. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une centrale, c'est quoi cette part de magie justement de piloter un réacteur nucléaire? Alors en effet, l'effet Cherenkov, c'est un peu l'image en fait, parce que la magie derrière cette énergie, c'est qu'elle est invisible. Finalement, la radioactivité naturelle, il y en a partout autour de nous au quotidien. Et cette invisibilité, elle couplée à la puissance qu'elle est capable de dégager, c'est ça que je trouve assez magique. Donc après, l'effet Cherenkov, voilà, c'est une petite image souvent, c'est ce qui marque, comme moi j'ai été jeune alternante ou jeune stagiaire dans une centrale quand on rentre dans le bâtiment combustible. Ça reste l'image, mais c'est vraiment ce couplage, waouh, on ne le voit pas, mais quelques grammes d'uranium sont capables d'alimenter l'équivalent de tonnes d'énergie fossile. C'est invisible et pourtant c'est bien présent avec toute la rigueur que ça nécessite derrière pour la cadrer. La magie aussi, pour moi, elle est dans un deuxième point, c'est sur la complexité des machines. La première fois que j'ai visité une centrale nucléaire, quand vous marchez le long de la turbine, alors moi c'était une turbine Arabelle à l'époque, déjà ça dure, vous marchez, c'est long. C'est une grosse machine. Quand vous découvrez à l'intérieur comment c'est fait et les mécaniques de précision, par exemple, moi je me souviens, on vous montre des soupapes à l'intérieur, c'est des miroirs, vous pouvez vous voir tellement les niveaux d'étanchéité et d'usinage sont forts, mais aussi de complexité de fonctionnement. C'est-à-dire que tout a été pensé de façon robuste, intelligente, avec des systèmes passifs. C'est un petit bijou d'horlogerie en fait pour un ingénieur qui arrive dans une machine. C'est comme si on vous donnait une montre très complexe, mais elle fait plusieurs mètres carrés de surface. Ouais, on retrouve pas ça seulement dans l'industrie nucléaire, mais aussi dans l'industrie en général. Et c'est vrai que ça surprend. Toi, d'ailleurs, tu arrives de Corse, tu as 21 ans, quand tu découvres ta première machine de cette taille-là. Et c'est ce que tu as ressenti, quoi. C'est cet effet de gigantisme un petit peu. Oui, tout à fait, d'inédit, avec le petit côté aussi français, cette notion de dire que c'est un héritage. Moi, voilà, maintenant j'ai 17 ans d'expérience et j'ai l'impression encore d'être jeune, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, je regarde souvent ce qui a été fait avant. Cette notion d'héritage, je trouve qu'elle est très forte dans le nucléaire et c'est une fierté. Et à l'époque, quand tu arrives là-bas, justement, en tant que jeune ingénieur femme, comment tu as senti les choses, l'environnement, surtout en mécanique, majoritairement masculin, j'imagine? Oui, alors peut-être le fait d'être corse, ça m'a donné quelques aides parce que du coup, il y avait des clés de compréhension un peu sociale qu'on pouvait retrouver avec des milieux où, c'est en effet à l'époque, surtout, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient sur des positions de direction. Moins maintenant, ça a bien évolué quand même. Hein. La mixité, toutes les formes de mixité d'ailleurs ont envahi le segment. Ce qui est bien, c'est que comme c'est une industrie complexe, les gens sont rapidement convaincus que le fait d'avoir une mixité
permet d'éviter ce qu'on appelle souvent chez nous l'effet tunnel et la monopensée. Et donc, je trouve que la filière s'est ouverte très vite. Globalement, moi, j'ai toujours été bien reçue, plutôt avec un côté paternaliste dans un premier temps, et ensuite avec plutôt des tendances à valoriser en fait ce que moi, je pouvais apporter avec mon maigre bagage à l'époque. Tu as souvent cette image du millefeuille de la sûreté nucléaire pour expliquer pourquoi chaque personne dans la chaîne compte, de ceux qui conçoivent au robinettier, en passant par ceux qui font un échafaudage, une maintenance. Est-ce que tu peux nous dérouler un peu plus cette image? Le concept qui est associé, c'est un concept international qu'on nomme le principe de défense en profondeur. Donc il faut avoir cette image de le millefeuille va empêcher qu'une seule anomalie puisse conduire à un incident ou un événement. Et que chaque couche est représentée par des éléments de conception, d'exploitation, de maintenance, de gestion d'incidents, par des personnes complètement différentes qui vont toutes contribuer au fait que on n'aboutit jamais à un événement même mineur, voilà, dans nos sites, dans nos INB. Moi qui aime beaucoup, on va dire, les réussites collectives, le millefeuille, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi j'appuie sur un bouton, je parlais tout à l'heure du disjoncteur de couplage, je sais que derrière, il y a l'ingénieur, le technicien, le fournisseur, le fabricant, le partenaire qui a conçu le système. Il y a le mainteneur qui, pendant des années, a fait en sorte que le système marche toujours et réponde aux performances. Il y a l'exploitant qui s'assure que ça fonctionne selon les règles et les procédures. Et tous ensemble, on contribue à ce qu'aucune petite anomalie, parce qu'aucun système n'est parfait, en fait, système industriel, ils ont tous un taux de défaillance. On essaie d'avoir les plus bas possibles, mais tant pis, même si j'ai une anomalie, une défaillance fortuite, pour X raisons, elle va être rattrapée par la couche de suite. D'ailleurs, aujourd'hui, toi, tu travailles chez Capgemini, tu es de l'autre côté du miroir, tu n'es entre guillemets plus dans l'opérationnel, mais plutôt côté bureau. Qu'est-ce que tu as découvert en changeant de côté? Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, est-ce que cette nécessité de sécurité ne crée pas trop de complexité administrative qui pourrait démotiver certains jeunes ingénieurs qui sont, eux, côté bureau, par exemple, et qui nous disent souvent, quand on peut échanger avec eux, que le métier est difficile justement car il y a beaucoup de bureaucratie? Le premier point que j'ai découvert, mon basculant, comme tu disais, un peu côté bureau, côté Capgemini, c'est le croisement des visions. J'ai travaillé pendant longtemps pour un seul et même exploitant, et là, je trouve une vision beaucoup plus globale, internationale, croisée, innovante. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a motivée à m'ouvrir un petit peu dans mes perspectives professionnelles. Pour la deuxième partie de la question sur les complexités administratives, alors c'est déjà une question qui m'a été posée même en entretien de recrutement, par exemple, quand il y a des nouvelles personnes pour nous rejoindre. Le premier point, c'est que moi, je trouve que ça en fait la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, un ingénieur, j'ai envie de dire, sa nature même, c'est de résoudre des problèmes complexes. Donc si c'est simple, c'est pas très intéressant. Ensuite, la complexité bureaucratique en elle-même, elle est assez facile à intégrer à partir du moment où on voit on va dire l'élément dans sa globalité. C'est-à-dire que le moindre document, s'il existe, c'est qu'il a une raison et qui va permettre typiquement d'avoir un millefeuille suffisamment puissant et profond pour éviter n'importe quelle anomalie. Donc oui, c'est vrai, c'est lourd, mais ça sert. Toi, tu as l'occasion de retourner sur le terrain, de pouvoir revisualiser ce sur quoi tu interviens. Est-ce que c'est des choses qui te manquent ou ce que tu fais aujourd'hui te convient, on va dire? Alors oui, j'ai la chance de pouvoir retourner parce que Capgemini est en partenariat avec les grands industriels du segment. Donc récemment, par exemple, je suis allée en fin janvier sur le chantier de l'EPR2. Alors c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que du coup, on ne l'avait pas du tout préparé, mais je te confirme que j'ai eu quelques larmes dans le bus en visitant le chantier, en voyant les tranches de Panlier 2. Le terrain, c'est l'aboutissement, en fait. Donc tout ce qu'on conçoit, notre innovation, il ne faut jamais perdre le sens. C'est qu'à la fin, c'est le courant qui sort de l'alternateur et qui a été produit en toute sûreté. Et ça, c'est l'objectif de tout le monde, chaque personne dans la filière. Allez, on va faire parler un peu Sven. C'était des larmes de bonheur, Marie. Rassure-moi. Oui, parce que... c'est ça. Oui, il faut peut-être préciser quand même. Oui, c'était... ça faisait quelques semaines que je ne les avais pas vus, donc c'était émouvant. Donc, derrière des profils comme Marie, Sven, il y a tout un écosystème. Concrètement, à l'échelle humaine, la filière nucléaire aujourd'hui et européenne, ça représente quoi? Si on prend effectivement à l'échelle France, aujourd'hui, alors, tu l'as dit, il y a 100 000 ingénieurs et techniciens à recruter d'ici à 10 ans, donc 10 000 chaque année. Aujourd'hui, en France, il y a
plus de 220 000 ingénieurs et techniciens qui travaillent de manière directe ou indirecte pour la filière nucléaire, donc c'est conséquent. Et si on prend au niveau européen, c'est plus de 800 000 salariés. Donc pareil, une industrie qui est conséquente. Donc derrière, c'est quoi? C'est des métiers très variés. Donc on va retrouver des ingénieurs techniciens qui travaillent pour le contrôle-commande, des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs sûreté, évidemment. Donc voilà, et techniciens, ça va de personnes qui vont de niveau bac à bac plus 5. Il ne faut pas imaginer non plus que la filière nucléaire, c'est que des bac plus 5 et que des gens qui ont des responsabilités plus plus. Non, on a besoin de gens aussi qui sont sur le terrain, qui sont au contact, qui sont des soudeurs. On a besoin de personnes qui vont sur les chantiers, comme l'a dit Marie, qui vont travailler sur des échafaudages, etc. Et donc, on a besoin de toute cette dynamique, en fait, pour porter cette filière. L'industrie nucléaire, c'est probablement une des industries les plus collectives qui existent. On ne peut pas, enfin, l'ingénieur génie civil ne peut pas travailler sans avoir la vue du chantier, sans avoir le mécanique à côté, sans avoir la sûreté à côté. C'est une industrie qui est extrêmement exigeante de ce point de vue-là. On ne peut pas travailler seul, il faut travailler de manière collective. Et c'est un peu effectivement ce qui, comme le dit Marie, c'est ce qui nous anime, c'est qu'aujourd'hui, si le collectif ne fonctionne pas, la filière, le chantier ne fonctionnera pas. Et ça fait partie des enjeux, on en parlera après, mais ce collectif, il est obligatoire. Donc un point, donc voilà, le réacteur, c'est pas une seule, c'est pas simplement une machine, c'est des milliers d'actes humains qui sont faits chaque jour et qui vont être faits au cours des prochaines années. Donc une exigence de sûreté, de qualité non négociable, et qui effectivement est embarqué par toute une filière derrière. Recruter 100 000 techniciens, et on insiste là-dessus, 100 000 techniciens et ingénieurs en 10 ans. Toi qui es dans l'écosystème, qui a une vision plus macro, est-ce que justement l'écosystème se dit c'est faisable ou le pouls actuel des industriels et même de l'écosystème de formation, est-ce que le pouls réel n'est pas un peu pessimiste par rapport à ces objectifs qui sont quand même ultra ambitieux? Alors, je vais même préciser, parce que ça a été un peu dit avant, c'est technicien, ingénieur, technicienne, parce qu'effectivement, on insiste beaucoup sur la féminisation de la filière. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus de femmes au sein de la filière pour effectivement avoir quelque chose de plus global. C'est un point qui est très important et qu'on porte également beaucoup, notamment Marie en fait part. Aujourd'hui, sur la filière, alors on a énormément de chance et on est on est envié en fait au niveau mondial européen sur la structuration de notre supply chain. Je peux nommer 2 instances typiquement. Il y a l'Alliance européenne, l'Alliance industrielle européenne pour les SMR, dont l'objet en partie est de structurer sa supply chain en vue de la construction des prochains SMR au niveau européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille très concrètement sur quelles sont les formations qui existent, où sont nos ingénieurs et techniciennes, dans quel pays, comment est-ce aujourd'hui on va les former, sur quoi on va les former, est-ce qu'il y a des manques à certains endroits et comment est-ce qu'on les comble, et comment on s'organise tous ensemble pour structurer cette filière. Ça, c'est à une échelle européenne. Si je prends au niveau France, il y a une association très réputée dans le nucléaire qui est le GIFEN, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, qui travaille beaucoup à cette évolution et comment traiter ce sujet effectivement de la compétence et de la ressource pour s'organiser et organiser les entreprises entre elles pour qu'elles arrivent à amener la ressource au bon endroit et au bon moment. Donc on a aujourd'hui des instances au niveau européen, au niveau français qui existent, qui sont puissantes, qui sont supportées à la fois par les exploitants mais également par les sous-traitants et qui fonctionnent également très bien. Le sentiment général, c'est faisable. On va y C'est arriver. pas que c'est faisable, c'est que on le fait, on est prêt et on va y arriver. Ouais, c'est bien, c'est positif. Ah ben, convaincu. Hein. Mais tant mieux, parce qu'on donne toujours une T'as image. 2 personnes convaincues. T'as un Corse et un Breton. Il me semble que t'es normand en plus. Donc attends. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est un peu l'esprit de l'émission aussi, c'est que dans les médias en général, on aime bien bâcher, donner une vision négative, etc. des choses. Et c'est bien aussi de montrer que, non, il y a des choses qui se passent et que faut avoir cette énergie plutôt positive. L'Europe a clairement reconnu lors du Nuclear Summit qu'on avait fait une erreur en freinant, je ne vais pas dire en stoppant, mais en freinant le développement du nucléaire en Europe pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, 72 milliards vont être mis sur la table pour 6 EPR2. Le premier béton est attendu en 2029, une mise en service en 2038. Qu'est-ce qui fait, selon toi, aujourd'hui, que la filière
va pouvoir tenir ses engagements par rapport à, je dirais, une image, notamment suite à la mise en service du premier EPR, une image de on ne sait plus faire, on ne sait plus tenir les délais, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que, selon toi, la filière aujourd'hui est capable de tenir ses engagements? Alors j'aurais un mot, mais avant aussi pour rebondir, tu parles de bashing. On a souvent vu Flamanville comme étant un chantier qui n'a pas réussi. Moi, je pense que c'est quand même un peu tout l'inverse. On a aujourd'hui un chantier qui nous a permis d'avoir une expérience dingue. Et aujourd'hui, de la même manière, sans tromper qui que ce soit, quelque chose qui nous est envié par tous les pays, et Marie l'a dit au début, c'est ce trésor de guerre, c'est cette expérience. On a nulle part ailleurs dans le monde autant d'expériences accumulées que ce qui a été fait en France, dû à l'EPR de Flamanville, dû à ce qu'on fait en Angleterre, dû à ce qu'on a fait également en Finlande. Donc un mot, le vrai trésor, c'est l'expérience. Après ça, le vrai changement, aujourd'hui, ce qui est fait, on le voit, hein, c'est le changement de méthode, le changement de gouvernance, comment intégrer le retour d'expérience dans nos outils, dans notre quotidien, dans nos process de sûreté. Le passage d'un prototype à une logique de série. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un EPR, mais on parle de 6 EPR plus 8 à Panly pour commencer et ailleurs. Donc aujourd'hui, le programme EPR2, c'est directement construit à partir de ces enseignements, standardisation, moins d'exceptions et une meilleure organisation industrielle. Donc c'est ça qui va vraiment nous permettre, je pense, d'y arriver, cette logique, vraiment cette vision portée, et ça va se lancer. Comme les Français sont jamais contents, on a une petite musique qui commence à monter dans l'opinion publique et dans les médias, c'est qu'on n'aurait pas besoin de ces 6 EPR2 et d'autant de nouveaux chantiers, notamment parce qu'il y aurait une surproduction aujourd'hui d'électricité. Qu'est-ce que toi, tu as envie de répondre à ça, justement? Alors, on en parlera aussi un peu après, mais juste de manière très factuelle, la Chine reconstruit une foultitude de centrales en ce moment. Les US relancent. On voit que le nucléaire, là, on en fait un focus France, mais si on On va élargit, parler juste on en après. parle juste après, mais tout le monde s'y relance. Donc, voilà, basiquement, pourquoi pas nous déjà? Ensuite, je veux à chaque fois ne pas mettre en compétition le renouvelable, le solaire, le nucléaire. On a besoin des trois. Le mix énergétique, il est principal et il est nécessaire. C'est pas le sujet. En revanche, on a besoin d'avoir une énergie nucléaire pour stabiliser l'ensemble. Et aujourd'hui, si on veut continuer de vivre comme on vit aujourd'hui, avec nos voitures électriques, avec l'IA, les data centers qui arrivent, nos industries, etc. Alors aujourd'hui, dire qu'on est à un niveau stable et normal, ok. Dans 5 ans, on n'y sera plus. Et ça, on le sait très bien. Et un EPR ne se construit pas en 2 ans. Donc aujourd'hui, les décisions sont à prendre maintenant euh, pour que dans 10 ans, on soit en capacité d'avoir le même rythme, niveau de vie que ce qu'on a aujourd'hui avec les évolutions qu'on connaît. Dans la tête du grand public, il y avait cette idée ancrée, ou il y a toujours cette idée ancrée. D'ailleurs, Flamanville, c'est la preuve qu'on ne sait plus faire de nucléaire en France. Toi qui étais sur le chantier, sur la maintenance, qu'est-ce que les gens ne voient pas, justement? Pour la petite histoire, moi, j'ai été formée sur les derniers réacteurs qui ont été mis en service juste avant le PR1 de Flamanville 3. Donc, j'avais côtoyé des gens qui avaient connu des démarrages dans la fin des années 90. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a motivée à voir ce qui se passait sur Flamanville. Honnêtement, ce qu'il y avait à prendre en compte déjà, qui avait évolué entre ce que moi j'avais entendu des constructeurs des années 90 avec ce qu'on a vécu sur Flamanville 3, c'est la complexité. L'EPR, à l'origine, il y avait une ambition de monter le niveau de sûreté. Le chiffre, c'est la probabilité de fusion du cœur de 10-6 sur l'ensemble du parc à 10-7. Comme ça, le chiffre, ça peut paraître tout simple. En fait, derrière, ça veut dire que toutes les analyses probabilistes de sûreté nous conduisent à ce que le taux de défaillance nous amène à cette réduction-là. Cette réduction par 10, elle a généré des reconceptions. Elle est allée chercher de l'innovation. On avait des systèmes qu'on avait utilisés sur nos anciennes centrales qui étaient plus d'actualité. Et donc, forcément, on a construit un réacteur qui était beaucoup plus complexe. Dans un contexte d'exigence publique, réglementaire, même d'ambition aussi de la filière, plus forte. Donc forcément, quand c'est votre tête de série, vous posez des questions, vous posez, re-questionnez, et ça prend du temps. Parfois, vous découvrez des choses. Donc finalement, moi, j'ai trouvé ça assez normal que ça prenne du temps.
vis-à-vis de la complexité. Et ensuite, ce que j'ai vécu par contre en termes de ressenti des équipes qu'il y avait sur Flamanville, et qui sont toujours, c'est cette persévérance. Le réacteur, il tourne, il produit sur le réseau. Et en fait, les personnes qui étaient dans le projet n'ont rien lâché. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière petite ligne de reste à faire, de traitement. On va jusqu'au bout du sujet et on en est convaincu du début jusqu'à la fin. Donc, peut-être que de l'extérieur, ça peut paraître peut-être, je ne sais pas, une folie ou très long par rapport à d'autres segments industriels où on cherche une profitabilité beaucoup plus rapide. Là, on ne peut pas se le permettre. Tu parles d'un référentiel qui est un des plus complexes au monde. Hein, Est-ce qu'encore une fois, on n'est pas les champions de la complexité? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va nous pénaliser par rapport à la compétition mondiale? Est-ce que c'est pas un petit peu notre talon d'Achille? Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Marie tout à l'heure parce que c'était pour moi parfaitement exact. C'est aujourd'hui, il y a un millefeuille effectivement administratif, mais s'il est là, c'est qu'il existe. C'est qu'il y en a besoin. C'est le travail d'un ingénieur, effectivement, de s'atteler à des tâches complexes et d'analyse. Maintenant, c'est un peu, on va faire alors, moi, je juriste de formation. Donc le code, les codes, etc. Je vais t'en parler, en mettre d'état. On pourra faire un rapport avec tout ce qui est de jurisprudence et comment est-ce qu'en fait on empile des codes sans arrêt. Ben, du coup, là, c'est la même manière. On fait la même chose dans le droit. En fait, la question aujourd'hui, c'est pas de se dire est-ce que ça sert ou est-ce que ça sert pas. Ça sert, évidemment que ça sert. C'est comment est-ce qu'on l'organise et comment est-ce qu'on le structure. Donc en fait, cette masse administrative, je pense qu'il faut regarder et apprendre à la structurer. Et alors là, on y viendra après. On a des outils, on va parler peut-être d'IA qui peuvent effectivement aider à aller chercher l'information au bon moment, au bon endroit, et à nous aider à l'organiser. Il y a deux pays qui avancent très vite. Tu m'en as parlé en préparant Mm. l'émission. La Chine, 10 réacteurs par an. Ça paraît incroyable. Et les États-Unis, avec le programme Westinghouse, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça nous dit de la compétition mondiale? Je me souviens toujours en fait de alors, lors d'une conférence l'année dernière, du patron de Stellantis qui venait nous expliquer qu'il regardait la Chine il y a quelques années comme étant l'usine du monde et qu'aujourd'hui, on regarde la Chine comme étant un centre de R&D et d'innovation extrêmement pointu. Et c'est totalement avéré. Aujourd'hui, nos grands exploitants, nous-mêmes, allons également en Chine nous imprégner, regarder ce qui est fait et pour vraiment regarder une manière différente de faire. Donc effectivement, l'idée, c'est surtout de ne pas copier. La Chine a une capacité à tenir des cadences élevées en termes de construction de centrales, à une continuité des compétences. Elle montre également ce qui est possible de faire quand on a une vision long terme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, désormais, on a la même enfance. Aux États-Unis, ils ont une logique programme, ils ont une logique contractuelle. Ils travaillent fortement également dans cette logique de série. C'est également ce qu'on fait également. Donc, en fait, je dis pas qu'on s'en est imprégné. Et en fait, en France et en Europe, ce qu'on fait, c'est un peu la même chose. C'est donner une vision, donner une logique de série, organiser la supply chain, et puis essayer de travailler en écosystème mondial et européen. Aujourd'hui, se dire que la France va travailler sans ses collègues suédois, anglais, finlandais, c'est une erreur. Et aujourd'hui, on a énormément d'interactions avec nos collègues italiens qui ont eu un passé, qui en auront peut-être un demain, mais énormément de compétences en Italie qu'on pourrait également venir récupérer en France, de la même manière que les Espagnols. Les Espagnols ne sont pas connus pour être un grand pays nucléaire. En revanche, il y a des centres d'ingénierie nucléaire très très importants en Espagne. Donc effectivement, c'est cet écosystème, on regarde, on apprend, et on ne se met à aucun moment en compétition. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que penser que la France est en compète avec les US ou avec la Chine, totalement faux. Je lisais quelque chose, Westinghouse, qui signe un partenariat avec Microsoft pour mettre 70 ans de données numérisées et sous intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est des programmes qu'on a aussi en France? Alors, on ne les a pas encore. Aujourd'hui, on n'a pas eu une aussi grande annonce que Microsoft et Westinghouse qui signent un partenariat effectivement sur l'IA, mais ça revient un petit peu à ce que je disais sur le REX, c'est ce trésor de guerre que nous avons en France du nucléaire. Donc, c'est comment est-ce qu'on utilise, comment on valorise ce trésor de guerre. Ça revient également à cette logique de millefeuille et comment est-ce que grâce à l'IA, on va faire ce croisement pour dire, voilà, on va utiliser ces données-là
avec de l'IA, tout ça, ça se structure, ça se construit, ça s'analyse, ça se décide. Donc effectivement, moi j'ai envie de dire, ça nous challenge. Moi je trouve que ce qui s'est passé aux États-Unis, ça nous challenge. Effectivement, comment est-ce qu'en France, on va réussir à venir faire d'une manière certainement pas similaire, mais un peu différente, ce qui a été fait aux US. Est-ce qu'on a cette capacité d'agilité en France? Comme on peut, souvent quand on compare la Chine à l'Europe, on utilise ce mot d'agilité. On compare, on dit la Chine aujourd'hui est agile, capable d'aller vite. Mm. Bon, les Américains, je ne sais pas, mais les Américains, c'est peut-être plus une force de frappe financière. Mais est-ce que toi, tu trouves la filière agile, capable justement d'évoluer rapidement pour s'adapter? J'aime bien la question, tu me mets des questions un peu punchy depuis tout à l'heure, là, mais j'aime bien. Pour être totalement transparent, je pense que agilité en France n'est peut-être pas le bon terme. En revanche, nous avons des personnes et des ingénieurs agiles et qui ont le souhait de bousculer. Et je pense que ça part de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça ce que dit aussi un peu Marie, il faut avoir été sur un chantier pour comprendre ce qui se passe. Il faut avoir été sur l'EPR. Moi, j'étais sur l'EPR il y a 3-4 ans pour vivre en fait les personnes qui veulent faire avancer ces chantiers. Et quand on est sur ces chantiers-là, on se rend compte à quel point on a des ingénieurs techniciens hyper compétents et qui ont hyper envie de faire avancer les choses. Donc moi, j'ai cette confiance intime que bien sûr, on va y arriver parce qu'on a ces personnes dans nos équipes, chez nos exploitants, chez nos sous-traitants. Donc après ça, effectivement, on connaît l'administration française. Il y a des jeux qui nous dépassent parfois. En revanche, on a aujourd'hui des personnes qui sont prêtes à bousculer et qui sont prêtes à faire changer. On n'en a pas trop parlé. Tu l'as mentionné tout à l'heure, les SMR. Les SMR, déjà, si tu veux nous dire ce que c'est, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Ouais, un SMR, c'est de l'anglais, c'est Small and Modular Reactor. C'est des petites centrales qui sont de moyenne ou petite puissance, qui sont, comme le nom l'indique, plus modulaires également, sur lesquelles on va pouvoir implanter à proximité de nos industries, de nos villes, plus rapidement constructibles et qui s'inscrivent dans une logique également de série. Et en quoi c'est nécessaire et complémentaire des centrales type EPR2? Alors, pour plein de différentes raisons, et puis il y a plein de différentes technologies aussi qui s'accompagnent de ça, mais EPR2, c'est la large puissance qui va alimenter des villes entières et des industries entières sur des réseaux hyper bien connectés, ficelés, construits. Aujourd'hui, un SMR, si je prends le cas, j'étais en Norvège il y a quelques mois. Ils s'interrogent parce que dans le nord de la Norvège, ils ont fait le choix de décider d'installer des data centers pour l'IA. En revanche, dans le nord de la Norvège, il n'y a pas un réseau qui y va. Donc, comment est-ce qu'on fait pour alimenter ces data centers? Ce n'est pas un EPR qui va le faire. C'est un SMR qui va s'y coller, qui va se coller à côté et qui va venir produire. Dans des zones un petit peu excentrées où le réseau n'est pas aussi bien construit, le SMR a toute sa place. Après, il y a des SMR qui, typiquement, sur la ville d'Helsinki, en Finlande, a lancé un appel d'offres il y a quelques mois également pour alimenter ces réseaux de chaleur. Donc là, on est sur un autre objectif, ce n'est pas un EPR non plus qui va le faire. Donc, un SMR est vraiment complémentaire d'une large puissance, ce n'est pas la même utilisation. Et on a vu les GAFAM, les grands acteurs du numérique américain, Voilà. s'intéresser au sujet parce qu'ils ont besoin d'avoir cette sécurisation de l'alimentation électrique de leur data center et qui mettent une quantité d'argent astronomique pour accélérer le développement de ces SMR. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là-dessus aussi? C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on le voit, le développement de l'IA demande des data centers qui sont extrêmement énergivores. Comment est-ce qu'on les alimente? Le SMR, c'est une vraie partie de la solution. Alors, je vais reprendre ce qu'Emmanuel Macron avait dit l'année dernière lors du sommet nucléaire, hein, plug baby plug. Hein. Nous avons aujourd'hui en France cette capacité à venir construire ces SMR pour alimenter ces data centers. Tu nous as parlé de modularité. L'industrie automobile et l'aérospatiale, ils ont réussi cette modularisation et la production en série. Le nucléaire avec les SMR arrive, on vient de le dire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de ces autres industries? Oui, alors effectivement, on l'a un peu dit, je vais reprendre ce que je dis sur le patron de Stellantis, mais effectivement sur cette logique de série. D'accord. Ces SMR sont venus apporter, de par leur innovation et leur modèle un peu différent,
des modèles qui viennent d'industrie. Donc en fait, on a vu arriver dans les organisations des gens qui viennent de l'automobile, des gens qui viennent de l'aéronautique, etc., etc. Donc soit on va prendre de l'automobile, on va prendre effectivement cette logique de série, comment on ne construit pas un EPR comme on construit un SMR, et on ne rentabilise pas non plus un SMR comme un EPR. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on va projeter la construction de 30 SMR et non pas un seul. Ensuite, on s'inspire également de nos grands champions français, européens, sur cette partie effectivement modularité. L'avantage de la modularité, c'est d'abord un gain financier. Plus on construit en usine, plus on construit de manière modulaire, moins ça coûte cher. Et ensuite, on peut aller le poser effectivement sur le chantier. Donc, réfléchir dès la conception à cette logique de comment est-ce qu'on va industrialiser en fait notre machine, c'est un gain financier qui est évident et qui sera effectivement ressenti par la suite. Il y a un autre programme qu'on ne mentionne pas souvent et que le grand public ne connaît pas trop. Moi-même, en préparant l'émission, j'ai découvert ça. C'est le programme Aval du futur dans le Cotentin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce programme? Qu'est-ce que c'est déjà? Et en quoi il est tout aussi important et dimensionnant que cet énorme chantier que représentent les EPR2? C'est un chantier, un challenge que j'apprécie particulièrement. Parce qu'effectivement, quand on pense nucléaire, on pense ce qu'on appelle new build, nouvelle construction. C'est SMR, c'est EPR, parce qu'effectivement, on parle de nouveaux grands challenges. On ne pense pas effectivement à ces autres enjeux qui sont, OK, une fois qu'on a produit l'électricité, comment est-ce qu'on retraite le combustible et qu'est-ce qu'on en fait? On a une usine dédiée aujourd'hui à La Hague qui fait ça depuis des années. Là aussi, c'est un trésor que nous avons en France, mesurons-le. Aujourd'hui, il doit être agrandi et renouvelé. Et donc, l'exploitant en question a pris la décision de lancer cet énorme chantier qui va durer des années. Et donc, vraiment, l'objectif, effectivement, c'est d'agrandir et puis d'être en capacité d'accueillir voilà, les combustibles des prochaines décennies. Donc, penser le nucléaire sans ce qu'on appelle l'aval du cycle, ça serait une erreur. Et je pense que c'est une question de responsabilité de filière que nous avons en France. Aujourd'hui, on sait produire de l'énergie, mais on sait aussi la traiter. Et ça, pour moi, c'est aussi un peu, j'aime bien le terme de fierté, parce que on n'est pas juste là pour produire, on est là, on gère un cycle entier. Et Aval du futur, c'est le programme qui fait partie. Voilà, il y a les EPR et il y a Aval du futur. On en a parlé un tout petit peu en début d'émission. La façon de travailler dans le nucléaire pour un ingénieur est très complexe. C'est un mot que tu as utilisé plusieurs fois, Marie. Du coup, en préparant l'émission, on avait envie de parler un petit peu de l'ingénieur du futur, de l'ingénieur augmenté. On peut même le dire sans problème que l'intelligence artificielle sera une aide, une assistance pour les ingénieurs de demain. Parce que les outils qu'on utilisait il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, ne seront pas les mêmes que ceux qu'on utilisera dans 5 et 10 ans. Concrètement, l'ingénieur augmenté dans le nucléaire, ça va ressembler à quoi? Alors, c'est pas que l'outil qui va changer, c'est vraiment la manière de travailler de l'ingénieur qui va complètement évoluer. Et penser effectivement, moi c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve complètement challengeant. C'est penser que les métiers d'aujourd'hui vont être les mêmes demain, c'est complètement faux, c'est se tromper, c'est faire une erreur et c'est vraiment, je pense, faire une erreur stratégique de long terme. Le nucléaire, c'est du temps long, donc ça veut dire que ça nécessite d'être anticipé. Ne pas intégrer aujourd'hui l'IA dès le début dans nos process, dans nos différents process, je pense que ça serait une erreur. Donc effectivement, ça se réfléchit à différents endroits, ça se réfléchit au niveau de l'outil, de comment est-ce qu'on implémente de l'IA pour aller plus vite, mais ça s'implémente également aussi au niveau de nos quotidiens, de nos manières de réfléchir. Et ça fait depuis 2 ans, j'anime toutes les semaines, j'anime des équipes de la sûreté avec des équipes de l'IA. L'idée, c'est pas de se dire comment l'IA va faire accélérer notre outil, c'est comment l'IA va nous aider à être plus performants dans notre quotidien et dans nos métiers. Et décorréler l'IA du métier nucléaire, donc de la sûreté ou de la mécanique ou du GZA, ça serait une erreur. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on mixe
en fait, ces ingénieurs, ces chercheurs qui font de l'IA avec les métiers du nucléaire. Et en fait, ce qu'on arrive à, à sortir de ça est assez édifiant et incroyable. On voit qu'effectivement, il y a des axes d'accélération partout. Notre difficulté aujourd'hui dans l'IA, si on a une seule, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est l'accessibilité à la donnée. C'est que c'est comme une voiture, tu ne lui mets pas d'essence ou pas d'élec, elle avance pas. Bah, l'IA, tu ne lui mets pas de la data, elle avancera pas non plus. Donc comment on arrive à avoir un accès finalement à des données pour pouvoir aujourd'hui industrialiser et accélérer nos process. On est dans le nucléaire, penser que l'IA va remplacer, complètement faux. L'IA ne remplace pas, elle permet d'aider, c'est une aide supplémentaire, c'est une accélération supplémentaire, mais elle ne remplacera jamais l'ingénieur. Et il y aura toujours ce process de validation, in fine humain, qui ne peut pas être autrement. Voilà. On a développé un robot humanoïde pour pouvoir aller au plus près des enjeux dans les centrales, etc. Et ben, il sera là à guider le robot, il sera là à étudier, il sera là à le préparer, il sera là à récupérer de l'information, etc., etc. De la même manière, on a foutu d'exemples, mais c'est plutôt que l'ingénieur qui va rédiger, on parle du millefeuille, tout son process avec toute sa liste de courses, de ce qu'il va faire, ça. Et ben aujourd'hui, on est en capacité de proposer, grâce à l'IA, l'ingénieur parle, dit ce qu'il fait, dit ce qu'il voit, ça se remplit automatiquement, c'est traité automatiquement, la fiche de process sort, il n'a plus qu'à la relire, faire vérifier, la valider. Aujourd'hui, c'est un gain de temps. Il n'a pas été remplacé, en revanche, c'est un gain de temps. Ouais, tu nous disais au niveau du même toi, Marie, tu peux rebondir là-dessus, sur l'accélération du design par Digital Twin, enfin les jumeaux numériques. Je pense que ça, c'est une vraie différence par rapport à ce que toi, tu as connu au tout début de ta carrière. Si je te prends quelques images, quand tu embauches un jeune robinettier, on est en train de préparer une activité qui peut être à risque. Là, on parlait de l'humanoïde. Il y a des zones dans nos centrales qui sont dosantes, où il y a de l'irradiation, et où on n'accède pas comme ça. Et donc, plutôt qu'aller prendre des risques pendant la phase de préparation de l'intervention, en allant sur site, en local, eh ben, on va aller la préparer en 3D avec un jumeau numérique. Et pour cela, on a des maquettes qu'on a cartographiées et qui vont nous permettre, avec des écrans qu'on va poser sur les yeux, venir visualiser les étapes et en fait refaire un peu ce qu'on... Pareil, j'emprunte une expression que j'ai beaucoup entendue en formation dans notre monde, c'est tu fais ta descente à blanc avant de faire ton slalom entre les piquets, quoi. Et là, c'est pareil. Le robinettier, grâce à l'IA, grâce à la réalité 3D, grâce aux jumeaux numériques, il va être en capacité de mimer toutes ces étapes et de pouvoir s'entraîner pour faire bien du premier coup, réaliser l'opération de la manière la plus propre possible, en limitant du coup les risques pour lui et pour son équipe. Et ça, c'est aussi des techniques qu'on voit dans d'autres industries. L'aéronautique, c'est un très, très bon exemple qui développe ces types d'utilisation. Donc oui, il y a une vraie accélération sur ce... Là, on parle de cas de maintenance, mais les jumeaux numériques, sur la conception, on est clairement en train de créer des collaborations les plus efficaces possibles entre la personne qui va concevoir le bâtiment et la personne qui va venir y installer la tuyauterie, la pompe. Et puis, OK, mais une fois que je l'ai installée, mais comment je la démonte, comment je la maintiens et tout ça, grâce aux jumeaux numériques, on éprouve ce qu'on conçoit. Moi, j'aime beaucoup ce terme d'ingénieur augmenté parce que l'ingénieur, par nature, est quelqu'un qui aime optimiser, qui a un cerveau en suractivité en général. Et là, il commence à avoir vraiment des outils qui lui permettent de se débarrasser des tâches un peu inutiles du quotidien, qui lui permettent d'appliquer concrètement, très rapidement, les idées qu'il peut avoir et les développer. Et devenir un peu le Iron Man avec son Jarvis qui peut accélérer tous les jours. Et toi, comme t'aimes pas les questions faciles et que Non. t'aimes bien les questions piquantes, Ouais. c'est pour toi celle-là. Ah, merci. C'est mon ami 3 déjà. Hein. Est-ce que y a une vraie question de souveraineté, justement, au niveau de ces outils IA qui sont principalement non françaises et non européennes? Ah, et oui. Et là, j'ai une... Non, là, oui, non, il y a une question de souveraineté évidente, d'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle le Patriot Act.
C'est-à-dire que toutes les données IA qui passent de près ou de loin par les entreprises américaines sont stockées aux US. Et donc ça pose un vrai problème pour des industries stratégiques. Pas que d'industrie, ça pose vraiment également pour le gouvernement français qui ne peut pas stocker ces données aux US. L'industrie nucléaire ne peut pas stocker ces données aux US. Et donc pour ça, il y a des parallèles qui sont construits, imaginés. Il y a, pas la bonne date, mais il y a quelques années, peu d'années, il y a une société qui a été créée qui s'appelle Bleu, qui est une joint venture entre Capgemini et Orange. C'est un cloud souverain. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser Bleu comme cloud souverain pour poser nos données afin qu'elles soient stockées de manière souveraine en France. Et ça, on sait le faire, on le fait et on commence à le déployer. Marie, est-ce que on peut envisager demain le pilotage d'une centrale nucléaire par l'intelligence artificielle? C'est la question un peu science-fiction, hein. T'as envie de me mettre au chômage? Je l'imagine pas, clairement pas, pour plein de raisons. Déjà, si on parle du parc existant, la technologie n'est pas adaptée. Sur des technologies à venir, est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas. En tout cas, dans la filière, il y a une vraie volonté pour le moment de être en assistance, en augmentation des métiers. Moi, je vois vraiment l'IA de cette manière-là, c'est-à-dire que optimiser le pilotage d'un réacteur nucléaire, un outil d'IA, oui, moi je signe, je pense que ça peut être très intéressant. Maintenant, on a éprouvé des procédures, on a des méthodologies de travail qui nous permettent par exemple de parer à toute situation. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que le rôle de l'humain là-dedans est quand même très important. Et puis c'est un beau métier, il ne faut pas arrêter de le faire. Dans 10 ans, si tout se passe bien, les EPR2 sont sur les rails, Aval du futur est en construction, le parc existant tourne à plein régime, la filière a réussi à recruter les 100 000 personnes dont on a parlé en début d'émission. C'est quoi le moment historique qu'on retiendra? Je pense que chaque démarrage, déjà, c'est historique. Le ressenti des personnes qui ont contribué au moment où on coupe chaque réacteur, c'est quelque chose. Donc déjà, ça, et je pense qu'Aval du futur, c'est la même chose. Quand il démarre une nouvelle installation, quand on met en eau une nouvelle piscine, il y a une émotion qui est... voilà, vous coupez le fil sur la ligne d'arrivée. Ensuite, je pense que ce qu'on retiendra, et moi, c'est une conviction que j'ai, c'est la volonté française. Aujourd'hui, en Europe, on est un modèle. Si on regarde dans ce segment, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu un blackout en Espagne il y a quelques temps, avec la particularité, pas typiquement des centrales françaises qui savent siloter. On est en train de monter une capacité à produire une énergie concentrée, maîtrisée, sûre, robuste, qui peut, j'ai envie de dire, donner des ailes à l'Europe, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez de l'énergie, derrière n'importe quel projet industriel est possible. Et je pense que c'est ça qu'on pourra peut-être se souvenir dans 10 ans, c'est que le fait d'avoir pris ce tournant en France aura aidé l'ensemble de l'Europe. Est-ce que la France s'est battue dans l'ombre pour arriver justement à ce moment-là? Oui, il y a eu des grosses batailles. On peut penser par exemple au post-Fukushima. Je me rappellerai moi de l'événement de Fukushima comme de la chute des tours du 11 septembre. Je me rappelle exactement où est-ce que j'étais, ce que je faisais, ce qu'on se disait entre les collègues. Oui, les exploitants ont fait des efforts considérables suite à de tels événements pour mettre en place de l'investissement, des moyens de sûreté, des moyens de crise, dans des périodes où finalement plus personne n'y croyait. C'était même tout l'inverse, en fait. Dans la cité, l'Allemagne faisait machine arrière, plusieurs pays mettaient sur pause leur programme. La France, elle investissait. Donc, oui, ça a nécessité d'avoir des convictions au moment où c'était difficile. T'as trouvé, toi, ton moment historique? Mais oui, j'ai trouvé mon moment. Ça sera aujourd'hui. Non, ça sera le moment. En fait, je pense que je ne sais pas si on peut parler d'un moment ou d'un jour, mais c'est le moment où la France a décidé de se remettre effectivement au nucléaire. En fait, je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est important pour les générations futures, en tant que nous, citoyens, et à quel point c'est important également de manière industrielle pour nos ingénieurs et techniciens. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la première pierre, c'est symbolique, mais le premier béton de PR2, je pense que c'est effectivement, ça va être vraiment le début, concrétise le renouveau du nucléaire. Le premier béton coulé, ça y est, là c'est parti. Et là, je pense on se rendra compte à quel point ce qui a été fait est juste énorme. J'aime bien cette image parce qu'on l'a fait un petit peu chez Cap, et un grand exploitant a fait la même chose. C'est qu'il a fait une vidéo, alors je ne sais plus quelle est l'échelle de temps,
mais il est parti dans 80 ans. Voilà l'enfant dans 80 ans, et voilà comment est-ce qu'il peut appuyer et allumer la lumière. Eh ben, il peut appuyer la lumière parce qu'en fait, il y a des ingénieurs techniciens qui, il y a 80 ans, ont construit ces centrales, ont participé à des efforts, ont effectivement eu des hauts, des bas, etc. Ont dû pousser, ont dû bousculer, ont dû mettre de l'IA, ont dû mettre des enjeux technologiques dingues, etc. En fait, se rendre compte avec ce recul de tout ce qui aura été fait. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Je pense nos anciens nous ont permis de vivre l'opulence et on a eu une façon de penser, des problématiques d'enfants gâtés. On s'est dit, on a pris pour acquis ce qui ne l'était pas et qu'on est en train de vivre une prise de conscience, un point de bascule où justement on se repose les bonnes questions et on se remet au travail. Et ça, c'est assez magnifique à vivre. Marie, le mot de la fin sera pour toi. Si tu devais donner envie à une seule personne d'aller pousser la porte d'une centrale lors des prochaines journées du patrimoine, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, viens avec moi, on va marcher le long de la turbine. Je vais te montrer une machine magnifique, complexe et qui te permet tous les jours de profiter de la lumière qui sort de ton ampoule. Bon, puis tu pleuras pas alors cette fois. J'essaierai. Merci à tous les deux pour ce super épisode. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous l'émission, à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire. Nos invités répondront dans le fil de la discussion. Poser des questions, justement, ça sert à ça. Merci Marie, merci Sven. Merci à toi. Merci à vous.